Les crises financières se succèdent et se ressemblent. Le 24 octobre 1929, le jeudi noir, c'est la grande crise. Une spéculation effrénée fait s'écrouler l'édifice, une chute qui va se répercuter dans le monde entier. Du monde entier s'effondre, c'est la panique financière et la fin des discours optimistes. Chaque fois, pour éviter le chaos, les États et les banques centrales interviennent. Avec de l'argent public, ils sauvent les banques privées en injectant des milliards. Mais que sauve-t-il ? Ou plutôt, qui sauve-t-il exactement ? Quel rapport cela a-t-il avec l'augmentation rapide des inégalités et de l'endettement des États, avec la dégradation des services publics ou encore avec les mouvements de résistance et de révolte à travers le monde ? Pour comprendre l'économie, il est indispensable de saisir les contours du système financier. Alors pour répondre à ces questions, je reçois une ancienne banquière qui a travaillé au cœur de ce qu'elle appelle désormais la machine à détruire. Quelles sont les conséquences de ce système sur nos vies ? Est-il possible d'imaginer un monde sans finance ou en tout cas avec un système financier totalement différent ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Aline Farès, bonjour. Bonjour. Alors, après un diplôme d'HEC et 10 années dans la banque Dexia, vous avez décidé d'arrêter de donner votre énergie au système financier et de vous mettre en position de lutte contre ce système financier, ou en tout cas ses dérives. Vous êtes l'autrice de la conférence gesticulée, c'est comme ça que vous l'appelez, chronique d'une ex-banquière, et vous venez de publier cette bande dessinée, La machine à détruire, pourquoi il faut en finir avec la finance aux éditions du Seuil. Ça a été illustré par Jérémy Van Hout. Alors avant qu'on aille plus loin dans pourquoi selon vous il faut en finir avec la finance, j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours parce que c'est quand même atypique de venir d'une grosse banque, la banque Dexia, et de passer entre guillemets de l'autre côté. Bon, j'ai passé presque 10 années dans cette banque, mais en gros j'ai commencé là un peu par hasard, quoi. Après HEC, c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'après HEC, c'est pas forcément par hasard, mais c'est pas que je rêvais de faire carrière dans la finance, quoi. C'est juste que j'étais diplômée d'HEC, j'avais un crédit sur le dos, j'avais un compagnon à l'époque qui venait de cette région-là, et du coup, je me suis retrouvée à travailler au Luxembourg. Et donc, la première banque dont on m'a parlé, c'était Dexia, Banque internationale à Luxembourg, et j'ai commencé à travailler là, au département des ressources humaines. J'y ai passé 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, j'ai bougé à l'intérieur de la banque pour rentrer en cabinet de direction là. Et donc, au total, j'ai passé presque 5 ans chez Dexia, au Luxembourg, sans conviction énorme, mais en gagnant de l'argent, en ayant des congés payés, enfin bon, avec tous les avantages que ça représente. Mais à un moment, j'en ai eu marre quand même de Luxembourg. Et sur les dates, on était quoi, de 2002 à 2012 On était au total, j'ai passé de l'été 2002 à la fin de l'année 2011. Donc ça fait 9 ans et demi, quoi. Presque 10 ans. Presque 10 ans. En rajoutant le stage qui avait lieu avant. Et donc, je suis restée au Luxembourg pendant presque 5 ans. Et puis ensuite, j'ai bougé à Bruxelles, à l'intérieur de la banque, puisque mon premier objectif, c'était de quitter le Luxembourg. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Bruxelles en 2007, juste avant le début de la crise financière, chez Dexia, à travailler en cabinet de direction là, et patatras la crise. Alors, cet ouvrage, il s'ouvre sur une scène de film. C'est vraiment la rencontre, la soirée de la jet set dans un palace monégasque pour l'inauguration de la nouvelle filiale de la banque Dexia, donc la fameuse. Alors, c'est une forme d'autofiction. L'héroïne s'appelle quand même comme vous, donc elle s'appelle Aline Farès. Vous y participez. Seulement, cette soirée, qui est quand même très dispendieuse, en pleine crise économique, va sortir dans la presse, ça va faire scandale, on va se dire mais comment c'est possible qu'il y ait des ultra-riches qui fassent la fête de cette manière-là, alors que l'économie est en train de s'effondrer. À ce moment-là, est-ce que vous doutez, vous vous dites, parce qu'on est en 2008, est-ce que vous allez quand même quitter la banque 3 ans plus tard ? Est-ce que c'est un endroit où vous vous dites peut-être que je n'ai pas ma place ? Ça faisait quelque temps déjà que je doutais. Quand j'étais au Luxembourg déjà, je me disais mais mince, ça va pas en fait. J'ai réalisé ce que c'était que de travailler dans un paradis fiscal. J'ai réalisé ce que c'était que de travailler pour une banque qui se mettait au service des évadés fiscaux. Et donc en arrivant à Bruxelles, ça a changé un petit peu la focale puisque je travaillais plus directement là-dessus, mais la compréhension de ce à quoi je contribuais, elle grandissait. Et en fait, la
crise de 2008, ça a été un niveau, une étape, une nouvelle étape en fait de compréhension de ce dans quoi j'étais prise, puisque la banque menace de faire faillite, est sauvée à coût de milliards. Et effectivement, la scène avec laquelle on ouvre la bande dessinée, c'est un moment complètement absurde où on en est encore à faire une soirée d'inauguration dans un paradis fiscal, dans un palace, alors que des milliards d'argent public ont été versés dans la banque. Et donc oui, c'est des moments où c'est... Comment dire, je crois que ce qu'on dit dans la BD, c'est que je me sentais pas responsable de ça, et en même temps, c'est la honte d'être là, quoi. Ça va pas, en fait. Surtout, on voit ça va pas du tout. Le scandale que ça va faire quand ça sort dans la presse. Et on voit le scandale que ça va faire. Alors après, on a utilisé ça comme ouverture. C'est un peu exagéré parce que c'était pas du tout mon quotidien dans la banque. Enfin, c'est la seule fois où ça m'est arrivé de faire ça, d'arriver en hélico à Monaco. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Mais on s'est dit que, comme on l'a dit en première page, tant qu'à parler finance, autant y aller franchement. Alors, pour mieux comprendre cette crise de 2008, on va pas revenir dans les détails aujourd'hui, mais vous conseillez des films que j'ai déjà regardés et que je trouve effectivement très pédagogiques. Il y a Inside Job, qui est un documentaire qui était paru juste après la crise et qui détaille très très bien ce que ça a été. Il y a le film The Big Short, où il y a Margin Call. Donc, on dit ça pour celles et ceux qui nous regardent. Nous, on va vraiment revenir sur ce monde qui s'effondre en 2008 et plutôt la partie rachat des banques par les États, puisque vous l'avez évoqué, c'est ce qui va se passer. Il y a une crise, ça va arriver dans beaucoup d'endroits. Donc, votre banque, elle est rachetée par l'État français, belge et luxembourgeois. Donc, cette soirée paraît un peu inadmissible, puisqu'au final, elle est financé par l'argent du contribuable, d'une certaine manière. Vous n'allez pas quitter la banque tout de suite, mais par contre, en fin 2011 et en 2012, vous rejoignez un nouveau travail. Là, vous rejoignez une ONG qui s'appelle Finance Watch, dans laquelle vous allez rester 4 ans et demi. En parallèle, vous rejoignez le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, une association qui interroge la légitimité des dettes contractées pour sauver les banques. Donc, c'est bien de ça dont on parle. Qu'est-ce qui s'est passé pour... carrément, là, c'est pas vous changer de domaine, c'est que vous allez lutter contre votre ancien employeur. En fait, quand on est dans un travail dans lequel on ne trouve aucun sens et qu'en plus, on trouve la situation parfaitement injuste. Enfin, en 2008, il y avait des mobilisations qui me paraissaient faire un sens énorme ou dans lesquelles j'avais envie de participer et dans lesquelles j'ai fini par participer d'ailleurs. Quand on est dans cette situation-là, en fait, la question, c'est comment on part. Et dans une période de crise, c'est très difficile de partir parce qu'il faut quand même trouver un autre moyen de payer son loyer et se payer à manger, même si j'étais pas du tout dans une situation compliquée. Et en fait, avoir entendu parler de la création de Finance Watch, cette ONG qui travaillait sur fixer un nouveau cadre réglementaire pour les banques et tout le système financier pour que la crise de 2008 ne se reproduise pas, c'était la meilleure suite que je pouvais rêver, puisque d'une part, mon expérience était valorisée, puisqu'ils cherchaient des anciens du secteur financier, et d'autre part, j'y croyais vraiment qu'on allait y arriver, parce que le vent était plutôt dans ce sens-là, plutôt favorable. On allait réglementer les banques et la finance pour que ça ne se reproduise pas. Et alors, petit à petit, vous allez vous mettre à vous politiser quand même sérieusement. Vous citez plusieurs ouvrages. Je me permets de donner ces références-là parce qu'on nous les demande beaucoup à Blas. Qu'est-ce que je dois lire? Qu'est-ce que je dois regarder pour m'y connaître un peu mieux? Vous citez La création de valeur pour l'actionnaire ou La destruction de l'idée démocratique d'Isabelle Pivert, La crise de trop de Frédéric Lordon, Le petit cours d'autodéfense en économie de Jim Stanford et la vidéo de Frédéric Lordon chez Tadi qui s'appelle Comment sauver les banques et à quel prix. Et vous politisez, vous vous impliquez de plus en plus, et votre travail, ça va devenir, et c'est votre travail aujourd'hui, de vulgariser pour le grand public ce qui se passe au niveau de la finance. Et à Blast, on a déjà fait plein d'émissions là-dessus. Je vous le disais, moi, c'est quand même, je travaille là-dessus depuis quand même plusieurs années, et c'est vrai que ça continue à paraître opaque et inaccessible, surtout pour le grand public, parce que on a l'impression que c'est tellement complexe et que c'est éloigné de nous qu'on ne peut pas vraiment le comprendre et avoir un avis précis sur ce qu'il faudrait faire. Et vous, vraiment, l'objectif de cette bande dessinée, c'est vraiment de la vulgarisation. C'est que tout le monde puisse se saisir de ces outils intellectuels-là pour comprendre en tout cas les tenants et les aboutissants. Bien sûr, on ne peut pas être des experts de la finance, mais en tout cas comprendre un petit peu le fonctionnement. Donc pour ça, on va revenir sur quelques concepts que vous allez pouvoir nous expliquer.
sur comment ça fonctionne en fait, ce monde de la finance. Vous commencez par la création monétaire par le crédit. Alors, si vous deviez nous l'expliquer là en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? L'idée de la création monétaire par le crédit, c'est juste une description de ce que font les banques quand elles octroient un crédit. Le fonctionnement de l'économie dans laquelle nous vivons et des banques qui sont au centre de cette économie, c'est que on anticipe en fait les productions futures, on anticipe les profits futurs, on anticipe les revenus futurs, et pour financer les activités, on fait crédit. Mais qui est ce on qui fait crédit ? Ce sont les banques. Et en fait, ce qu'elles font, c'est que à chaque fois qu'elles octroient un crédit, elles mettent en circulation de l'argent dans l'économie. À chaque fois qu'elles font un crédit, elles écrivent sur un compte, voilà le montant dont nous avons convenu, et la promesse de la personne qui emprunte, c'est de rembourser avec intérêt. Et c'est ainsi qu'est créée une grosse partie de la monnaie que nous utilisons. Et en fait, la raison pour laquelle on explique ça, c'est que d'une part, ça fait que les quantités d'argent qui sont créées sont énormes, puisqu'il y a un effet de multiplication par cette création monétaire par le crédit, qui est encadrée par des lois, mais qui n'est pas encadrée très strictement. Donc il y a un effet de multiplication de la monnaie qui est mise en circulation, et surtout ça fait que le crédit et donc la mise en circulation de monnaie est entre les mains des banques, qui sont essentiellement, en tout cas de manière dominante, des banques privées, cotées en bourse, répondant à l'objectif de maximisation du profit pour l'actionnaire et pas au bien-être de l'humanité comme objectif. Et cette question du crédit, elle est essentielle puisque vous, à un moment, vous prenez un exemple chiffré pour qu'on puisse comprendre le concept, vous montrez là où la dérive existe, en fait, oui. ou en tout cas le problème que ça peut poser. Vous dites, disons que les actionnaires ont investi dans le capital de la banque, que la banque peut prêter le même montant que son capital et qu'elle demande 2% d'intérêt quand elle fait crédit. Ces revenus seront donc de 2, les 2% d'intérêt. Mais en réalité, on peut faire beaucoup plus puisqu'on peut par exemple prêter 5 fois son capital, ce qui déjà commence à nous permettre d'avoir beaucoup plus de revenus. Et ce que vous appelez l'effet de levier, c'est quand on prête jusqu'à 33 fois son capital. Alors, en fait, l'idée de l'effet de levier, c'est pas un terme de moi, c'est un terme qui est utilisé dans la réglementation, qui est utilisé dans les banques. C'est en gros le rapport entre le montant de capital que la banque détient et le montant qu'elle a engagé, donc sous forme de crédit, mais aussi sous forme d'investissement qu'elle va faire. Et ça, on y revient un petit peu plus tard dans la BD. Et en fait, l'idée, c'est que ce montant, petit à petit, au fur et à mesure de la libéralisation du secteur, au fur et à mesure de l'évolution des réglementations, qui ont conduit à de plus en plus de pages, mais de moins en moins de contraintes, eh bien, on est arrivé à une situation où ce multiplicateur, ce levier, est de jusqu'à 30-35 fois parfois à des périodes où c'était vraiment délirant. Et là, maintenant, aujourd'hui, on a cité le chiffre de 33 parce que c'est le seul cadre simple et clair qui est posé par des accords qui ont été signés il n'y a pas très longtemps, les accords de Bâle III qui sont appliqués maintenant en droit européen, qui dit, avec un capital de 1, la banque peut engager jusqu'à 33 fois en crédit, investissement et autres engagements. Et c'est la seule limite qui est mise. Et donc on voit que le multiplicateur est énorme. Après, dans les faits, ça ne veut pas dire qu'elles vont nécessairement jusque-là, mais c'est pour dire que le cadre est hyper large et permet d'aller très loin en termes de développement du crédit, mais aussi de possible instabilité, puisque ça veut dire aussi que les banques sont ce qu'on appelle des colosses au pied d'argile, c'est-à-dire qu'elles sont immenses, mais leur réserve, leur capital est très petit. Donc quand il y a choc, elles sont fragiles. Ah oui, quand il y a choc, si on revient à ce qui, je pense, peut préoccuper beaucoup de gens qui nous regardent, c'est si tout le monde veut récupérer son argent au même moment, eh bien, on ne peut pas. Et c'est ce qui se passe aussi dans la crise financière, c'est-à-dire que les personnes, à la fin, qui ont leur argent dans certaines banques, ne peuvent plus le récupérer. Disons, il y a deux côtés dans la mécanique. Quand il y a crise financière, ce qui se passe, ou quand il y a des masse importante de gens, des quantités importantes de gens ou d'entreprises qui ne savent pas rembourser leur crédit, ou quand il y a des pertes importantes sur les marchés financiers, eh bien la banque perd une partie sur les engagements qu'elle a pris. C'est-à-dire qu'il y a une partie des gens qui lui doivent de l'argent qui ne rembourseront pas. Si ça arrive, la question c'est qui ne va pas récupérer son argent de l'autre côté, puisque la banque est à la fois une productrice de crédit et une investisseuse, mais c'est aussi une emprunteuse.
elle emprunte énormément d'argent, d'abord aux déposants qui mettent de l'argent en compte, et puis aussi à des investisseurs de l'autre côté. Et donc, si elle perd de l'argent d'un côté, il y a quelqu'un de l'autre côté qui ne va pas récupérer. Et ceux qui ne récupèrent pas en premier, c'est censé être les actionnaires, ceux qui détiennent le capital. Sauf que le capital est très petit. Et donc, ce qu'on explique dans la BD, c'est ce qui se passe à chaque fois qu'il y a une crise financière. C'est s'il y a des mouvements trop intenses sur les marchés financiers, les banques peuvent prendre le choc, mais ne sont pas en mesure de l'absorber puisqu'elles ont un montant de capital trop petit, c'est-à-dire que leur levier est beaucoup trop élevé. Et à partir du moment où on a cette situation qui se répète, mais qu'en même temps, les banques fournissent des services essentiels, notamment la conservation de notre épargne et de nos comptes courants, eh bien, un choc, même relativement limité, peut conduire à ce qu'on n'ait plus accès à nos comptes parce que, par ailleurs, elles détiennent aussi des fonctions essentielles de l'économie. Pour bien comprendre ça, peut-être faut-il revenir sur la distinction entre banque commerciale et banque d'affaires. Oui, effectivement, j'ai peut-être été un peu vite en besogne, mais donc en gros aujourd'hui, les banques auxquelles on s'intéresse dans La Machine à détruire, dans la bande dessinée, c'est les très grandes banques internationales. On va les nommer, il y en a beaucoup en France, BNP Paribas, qui est la plus grande banque européenne, la Société Générale, HSBC, Crédit Agricole Indo-Suez, enfin voilà, il y en a beaucoup, des très très grandes, qui ont en gros deux types d'activités. Si on fait des grandes catégories en matière d'activité bancaire, c'est d'une part ce qu'on appelle la banque commerciale, c'est-à-dire celle qui fournit les services de base au fonctionnement d'une économie capitaliste, les moyens de paiement, la collecte des dépôts, de l'épargne, et puis l'octroi de crédit. Et ça, c'est une catégorie de services, c'est ceux avec lesquels on a affaire, si pas quotidiennement, en tout cas régulièrement, quoi. C'est la banque de la population, enfin des particuliers, des petites entreprises et des moyennes, des grandes aussi d'ailleurs, hein, mais c'est le service bancaire de base. Et puis, il y a une autre grande catégorie, une grande famille d'activités, qui est la banque d'affaires, la banque de marché aussi, on l'appelle. Et cette activité est complètement différente puisque là, la banque se fait l'intermédiaire entre des grandes entreprises ou des États qui vont chercher des quantités importantes d'argent, par exemple pour financer un déficit public suite à un sauvetage bancaire, qui vont aller chercher des quantités importantes d'argent sur les marchés financiers. Donc la banque fait l'intermédiaire entre ces grandes institutions qui cherchent de l'argent et les investisseurs institutionnels et privés qui détiennent beaucoup de capital et qui sont sur les marchés financiers. Et donc la banque, en menant cette activité, se retrouve propriétaire progressivement de tout un tas de titres financiers, des actions, des obligations, des parts de fonds d'investissement, des mélanges de tout ça, des produits dérivés, si on les appelle. En fait, ça n'a pas tant d'importance que ça de comprendre tout le détail des mécaniques de tout ce qu'il y a là-dedans. Ce qui est important, c'est de voir que d'un côté, la banque achète des titres à des entreprises et à des États, et que de l'autre, pour faire ça, elle a dû emprunter. Et donc, on est sur une mécanique complètement différente. D'un côté, en bas, on a la banque commerciale qui crée de la monnaie à travers les crédits qu'elle octroie, met cet argent en circulation qui revient sous forme de dépôt. Ça, c'est notre banque. Ça, c'est la banque de base. Voilà. Et puis, de l'autre côté, on a une banque d'affaires qui fonctionne à l'inverse, c'est-à-dire qui emprunte de l'argent sur les marchés financiers pour acheter des titres financiers à des entreprises et à des États. Activité qu'elle fait, achat qu'elle fait dans le cadre de ses activités de banque d'affaires. Et c'est là qu'on trouve les traders, etc. Et vous en arrivez donc à nous dire qu'il y a trois grandes logiques à retenir si on veut comprendre la banque. La monnaie que nous utilisons est donc principalement créée par les banques, ça on l'a dit. Des réglementations déterminent la quantité de crédit que les banques peuvent octroyer par rapport au montant de leur capital. Donc là, c'était 33 fois leur crédit en Europe. Grand maximum. Et ça, on n'a pas encore beaucoup développé. Les banques choisissent qui sera financé et qui ne le sera pas, parce qu'au final, c'est elles qui détiennent de manière dominante le pouvoir d'octroyer un crédit ou pas, et donc de financer des activités ou pas. Et c'est là qu'on en arrive aussi aux conséquences que ça peut avoir sur nos vies, sur l'organisation de nos sociétés, même si ça semble être un truc super lointain. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des organismes comme les banques qui décident de financer un projet selon leurs propres critères, la maximisation du profit pour les actionnaires, eh bien, ça définit un certain type de projet. Donc, en gros, on pourrait dire les banques, elles financent des projets qui leur ressemblent. C'est-à-dire des projets qui ont des objectifs de maximisation du profit, qui ont des objectifs premiers de rentabilité et pas de bien-être de la population. Et donc, il y a des choix qui sont opérés. À chaque fois qu'une banque fait crédit, elle opère un choix qui a des conséquences sur la société. Par exemple, quand elle choisit de financer
un gros promoteur immobilier qui va construire des logements trop chers hein, plutôt que de financer des collectivités sur du logement social, eh bien, ça va pas faire le même projet de société. Quand une banque va financer des grandes multinationales de l'agrobusiness, plutôt que de soutenir le financement d'activités agricoles, locales, ça va pas faire la même chose. Après, ça veut pas dire que tout doit passer par le financement, par le crédit, mais ça, on pourra peut-être y revenir. Ça fait partie, en tout cas, des raisons qui vous poussent à appeler ça la machine à détruire, parce qu'au final, ça, d'ailleurs, on en a beaucoup parlé ici à Blast, notamment dans les émissions de Paloma Moritz, ma collègue. C'est-à-dire que les banques, aujourd'hui, financent des projets polluants, financent des projets qui détruisent la planète, et c'est un peu ça aussi, le nerf de la guerre. J'aimerais juste, avant qu'on passe aux solutions, revenir sur la possibilité de crise financière. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui anime beaucoup le débat public. C'est une inquiétude qu'ont beaucoup de gens, au vu surtout de l'instabilité politique en France. Ça a été beaucoup évoqué. La fameuse crise financière qui pourrait nous tomber dessus, les conséquences que ça pourrait avoir sur nos vies. Concrètement, aujourd'hui, quelle est la probabilité qu'on ait une potentielle crise financière en France? Et surtout, si ça arrive, dans quelle mesure sommes-nous protégés? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut récupérer notre argent à la banque? Il me semble que depuis 2008, en tout cas, la succession des événements n'a fait que renforcer le système dominant. Déjà, ça, c'est quelque chose qui peut paraître fou. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout réglementé plus après cette énorme crise. Au contraire, on a dérégulé. En fait, on a réglementé plus, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de production de lois, et on peut pas dire qu'il y a rien eu, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu de cadre ici et là, etc. Mais toute la production de loi, elle est hyper complexe. C'est des milliers et des milliers de pages qui font qu'il y a tout un tas de détails qui suivent, en fait, les contours du système financier tel qu'il existe et tel qu'il se complexifie pour accommoder les bords, quoi. Mais dans les grandes lignes et dans la structure générale du secteur bancaire et du secteur financier, parce qu'il n'y a pas que les banques, il n'y a pas que le crédit, il y a tout le reste et c'est énorme. Dans les grandes lignes, ça n'a pas changé. On le met sous forme de blague dans la BD, mais t'as vu un changement chez BNP Paribas, toi? Non. La banque est toujours aussi énorme, elle est toujours impliquée dans tout un tas de choses problématiques. Voilà, donc en gros, ça c'est quand même un truc important à avoir en tête, c'est que les sauvetages, étant donné qu'ils n'ont pas été conditionnés à des changements importants de l'activité bancaire et financière, étant donné qu'ils ont été payés essentiellement par les pouvoirs publics, c'est-à-dire par la population, et par du recours à de l'argent produit du côté des banques centrales, et que la structure générale les mécaniques d'accumulation, en tout cas qui étaient en place, sont toujours les mêmes, eh bien on se retrouve avec le même système année après année, après les sauvetages 2014, 2020, 2023, ça reste la même chose. Donc ça, déjà, c'est une première chose. La deuxième, c'est que la quantité de capital en circulation à travers ces banques et sur les marchés financiers en général n'a fait que grossir. Elle n'a fait que grossir. Et d'ailleurs, les banquiers, les financiers en général, tous les grands fonds d'investissement continuent de montrer leurs résultats à leurs actionnaires en étant très contents de voir que ça monte. Ça n'arrête pas de monter, en fait. Donc, les quantités d'argent accumulées qui cherchent à être investies sont toujours plus importantes. Donc, on est dans cette situation où il y a des attentes de la part de tous ces investisseurs, de tous ces détenteurs de capitaux, que leur investissement rapporte. Et donc, s'il y a cette exigence, ça veut dire aussi que de l'autre côté, il y a de plus en plus de personnes endettées. Il y a de plus en plus d'individus endettés, il y a de plus en plus d'entreprises endettées, il y a de plus en plus de collectivités publiques et d'États qui sont endettés. Et il y a un moment où c'est plus tenable, quoi. Alors, on se disait, en 2019, je me souviens, avec des collègues à Bruxelles, on s'était dit, bon, voilà, ça y est, même le FMI dit que la bulle va éclater, il y a trop de dettes, en fait. Et donc, à un moment donné, les gens vont pas réussir à rembourser, quoi. Et il va y avoir, on sait pas d'où ça va péter, mais ça va péter. Et en fait, il se trouve que depuis les sauvetages de 2020 notamment, mais on l'a vu de manière très claire, en fait, le recours au sauvetage avec l'intervention des banques centrales est devenu une pratique courante. Avant, c'était des mesures d'exception, maintenant c'est devenu courant. Et donc ça veut dire que, en gros, les banques centrales sont là pour empêcher à tout prix que les banques fassent faillite. Et ce qui veut dire que... Elles se permettent tout, en fait. On empêche à tout prix de transformer le système radicalement. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que là, maintenant, on en est à se demander jusqu'où ça va aller. Qu'est-ce qu'ils vont encore inventer ou jusqu'où ils vont tirer sur cette
corde des interventions publiques et des interventions des banques centrales pour maintenir le statu quo, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Mais qu'est-ce qu'on fait si nous, demain, on a une crise financière? Parce qu'encore une fois, c'est une question que se posent beaucoup de gens. Demain, là, on nous dit il y a une crise financière. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On va chercher à titre individuel pour sauver les meubles. Bon, déjà, sur les mécaniques qui vont être mis en place si jamais il y a de nouveau un spectre de crise financière qui se pointe, ça va être assurer que les dépôts sont bien garantis. Les États vont pas laisser les déposants perdre leur argent. Normalement, c'est jusqu'à 100 000 euros par personne. Depuis l'après 2008, c'est 100 000 euros par personne et par banque. Donc, si vous avez plein d'argent et que vous avez mis 100 000 euros dans plein d'endroits, dans plein de banques différentes, vous êtes couvert sur les 100 000 à chaque fois. Mais bon, pour la plupart des gens, l'argent est censé être couvert par ces fonds de garantie de dépôt. Je pense que l'enjeu, il est passer ce moment de peur, qui est légitime, on va pas se mentir, passer ce moment de peur, ou en prévision de ce moment de peur plutôt, il nous semble que l'important, c'est d'avoir des réponses collectives et des réponses qui permettent par là même d'aller vers davantage de justice sociale. C'est-à-dire, les banques, ce qu'on explique dans la BD, et que j'essaie d'esquisser un petit peu en parlant des différents métiers de la banque et de qu'est-ce qui se passe en cas de crise, c'est que les banques, en fait, elles dépendent de beaucoup de prêts qui leur sont faits. Elles empruntent énormément. Mais en fait, elles empruntent à qui ? Elles empruntent à des fonds d'investissement, plus ou moins spéculatifs, à des fonds de pension, à des épargnants très riches, à des épargnants moins riches peut-être, mais bon, c'est pas du tout, c'est une minorité. En tout cas, elles empruntent à des fonds monétaires, on les appelle. Elles empruntent à énormément de fonds d'investissement, derrière lesquels il y a des individus qui, en général, sont plutôt riches. Enfin, c'est à peu près les 80-20, c'est à peu près 80% des titres financiers qui sont détenus par 20% de la population, peut-être même que la concentration est plus importante. Donc, si jamais une banque est en difficulté, plutôt que de la secourir avec de l'argent public, plutôt que de la sauver et de lui permettre de continuer comme avant, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, ok, elle perd une partie de l'argent qu'elle pensait pouvoir récupérer, mais on va imposer cette perte à ceux qui lui ont prêté de l'argent et qui ont accumulé depuis des années et qui ont tout à fait les moyens d'absorber cette perte. Et en fait, c'est ça la proposition majeure qu'on fait, c'est de dire, il faut penser à imposer les pertes à venir à ceux qui accumulent et à ceux qui ont tout le capital nécessaire pour absorber ces pertes. Alors, vous le montrez déjà dans les années 2010 avec Finance Watch, vous proposez des solutions, vous appelez à plus de réglementation, à ce qu'on sorte de ce système qui est délétère. J'aimerais qu'on fasse un petit saut dans l'histoire, puisque à cette époque, après la crise, il y a une forme de sursaut collectif. Il y a plusieurs mouvements déjà de citoyens. Il y a les indignés en Espagne, il y a tous les mouvements qui vont avoir lieu en Grèce, il y a Occupy Wall Street. On se rend compte, en fait, de à quel point il y a eu une situation qui était profondément injuste. J'ai même la sensation vraiment de redécouvrir ça en relisant cette bande dessinée, de me rappeler du scandale quand même que ça avait été à cette époque, au point qu'en France, par exemple, François Hollande va être élu en disant « mon ennemi, c'est la finance ». Oui. Le nouveau commissaire européen, Michel Barnier, lui aussi dit qu'il sera intraitable avec la finance. Donc on a tout ce mouvement politique, en Europe en tout cas, de personnes qui disent on va réglementer, on va mettre fin à ce système, et en fait il se passe rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous dites le poids des lobbies était trop fort? C'est une des explications. Une première explication, c'est que ces annonces, moi, auxquelles j'ai cru, naïvement, je sortais de la banque, je me disais ouais, c'est super, tout va changer. Ces incantations, en fait, moi je ne pense pas qu'ils étaient sincères. Dans ce qu'il disait, il savait très bien ce qu'il faisait. Il savait, en disant ça, que François, il ne le ferait pas. François Hollande, quand il n'est pas idiot, il sait très bien qu'il annonce « mon ennemi, c'est la finance », mais il sait très bien qu'il ne va pas révolutionner le système capitaliste à partir de réglementations radicales imposées au système bancaire et financier. Il est dans une posture, à ce moment-là, mais on a l'impression... à laquelle on croit. Mais il y a ça, il y avait effectivement un peu partout, même au niveau du G20, il y avait des grandes annonces au niveau européen, effectivement. Mais donc, il y a eu beaucoup d'agitation pour produire de la réglementation, pour produire du cadre, pour rassurer tout le monde. Un peu de contraintes, ça va, les profits ont bien continué et les problèmes ont continué. Vous écrivez, même les responsables de la crise pensaient qu'ils allaient être punis, notamment avec tout ce mouvement politique-là. Vous écrivez, ils avaient attendu les coups, anxieux, gênés et finalement rien.
plus de procès ou de mise au banc, pas de réquisition des dividendes, ni des richesses accumulées. C'est-à-dire que, très naïvement, je me demande pourquoi, par exemple, François Hollande, reprenons-lui, n'a pas tapé du poing sur la table. Parce qu'on ne peut pas croire qu'il soit mal intentionné, c'est-à-dire que ça lui semble impossible. C'est ça qui fait qu'on ne fait pas face au monde de la finance ? En fait, donc, pour revenir au poids des lobbies, c'est le poids des lobbies et c'est le poids du discours que portent les lobbies. Sur le projet de loi de séparation bancaire, qui était quand même un des grands projets de la présidence Hollande, sous la bannière « Mon ennemi, c'est la finance », il y avait l'idée de séparer les activités bancaires. C'est une réglementation qu'on a beaucoup portée avec Finance Watch, avec les membres de Finance Watch, avec des chercheurs, chercheuses qui travaillaient là-dessus. Les arguments, il y en avait des tonnes et c'était une évidence, ce truc. Mais le terrain, il a été laminé par les discours des lobbies, donc qui notamment disaient « si vous séparez les banques, vous allez affaiblir le secteur bancaire français, et donc on sera face aux méchants Américains, ne faites pas ça, la France va devoir dealer avec les Américains pour sa dette publique. » Ce qui est un argument. Mais c'est un argument qui tient pas, en fait, parce que ce que disaient les lobbies à ce moment-là, c'était si on sépare les banques, elles seront moins fortes. En France, il y a parmi les banques les plus puissantes du monde, donc on arrête avec ce délire-là. La deuxième chose, c'était si on sépare les banques, alors ce sera des banques d'affaires américaines qui vont faire payer hyper cher à la France. C'est pas les banques qui définissent la notation et donc le prix auquel l'État va emprunter. C'est la notation qui est posée sur l'État, c'est pas la nature de la banque. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qui ont été répétées. C'est si on sépare les banques, ça va être la catastrophe. Les banques prêteront pas. Non, c'est pas vrai. Le taux de prêt ne change pas en fonction de ça. Les petites banques, mieux capitalisées, prêtent en proportion plus. Enfin, voilà. Donc, il y avait tout un faisceau d'arguments qui pouvaient être amenés, mais qui ne suffisent pas face au flot d'idéologie, de répétition. C'est ça le principe du lobbying, hein. C'est répéter 1000 fois un truc, ça devient une vérité. Même la pire des conneries, ça devient une vérité. Ne séparez pas les banques, ne réglementez pas, ça va être le chaos, ça va être la fin de la croissance, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, si on reste même pas que sur la séparation, mais il y a vraiment toute cette idée de réglementation, d'imposer d'ailleurs quoi que ce soit, en fait, au monde de la finance. On va très souvent nous dire, attention, les agences de notation. Ça, c'est quand même un gros argument qu'on entend encore aujourd'hui, qui a été beaucoup porté par Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne note sur les marchés internationaux. Et vous l'expliquez, hein, une bonne note, pour avoir une bonne note, la recette qui plaît aux agences de notation, aux banquiers d'affaires et aux créanciers, on commence à bien la connaître, c'est diminuer les dépenses qui sont jugées non rentables, donc par exemple les hôpitaux, les allocations chômage, les retraites, l'éducation, c'est vendre des biens publics, privatisés. Donc ça aussi, en France, on l'a vu, on l'a fait. On a privatisé, par exemple, la Française des Jeux. On a failli privatiser les aéroports de Paris. On a privatisé des plages en Grèce aussi, par exemple. Et ensuite, c'est d'augmenter les impôts, la TVA, la taxe sur le carburant pour faire plus de recettes. Donc la question qu'on se pose, c'est au vu de ce qu'il faut faire pour plaire aux agences de notation, ce qui est quand même pas ultra social, qu'est-ce qui se passe si on ne plaît pas à ces agences de notation ? Ce qui, encore une fois, est une espèce de drapeau rouge permanent qui a été aussi invoqué là dans le débat lors des législatives. C'est encore dans le débat public très, très présent. Tant qu'on est dans le rapport de force actuel, c'est clair que c'est un petit peu difficile de sortir de cette situation. C'est-à-dire qu'on a des agences de notation qui mettent des bonnes notes ou des mauvaises notes. Du coup, qu'est-ce que ça a comme effet sur les États ? C'est que les États empruntent de plus en plus. Et quand un emprunt arrive à échéance, un emprunt à 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, quand il arrive à échéance, c'est ce qu'on appelle le roulement de la dette, l'État réemprunte à travers de son agence de la dette. Il réemprunte. Et en fait, à chaque nouvel emprunt, le taux est renégocié, est rediscuté. Et le taux d'intérêt que va payer l'État pour emprunter dépend de la note. Donc, si la note est bonne, le taux d'intérêt va être relativement bas. Et donc, ce taux d'intérêt qui fait partie des budgets publics et qui est un montant important des budgets publics, ce taux d'intérêt, en fait, va fluctuer en fonction de la note. S'il est bas, ça pèse moins sur les budgets publics. S'il est élevé, ça pèse beaucoup plus sur les budgets publics. Et ça accroît les déficits. Et donc, du coup, il faut emprunter plus. Et donc,
Donc ça paraît logique jamais. qu'il faut être bien noté. Donc ça paraît logique qu'il faut être bien noté. Mais en fait, si on reste là-dedans, on est dans le terme qu'on a repris de Isabelle Stengers et Philippe Pignard dans leur livre La sorcellerie capitaliste, qui parle d'alternative infernale. Et c'est vraiment ça, en fait. On est entre la peste et le choléra. Soit on fait des politiques antisociales, soit c'est le chaos. Ça, c'est vraiment l'impression qu'on a. Oui, mais c'est l'impression qu'on a. Mais en fait, il va falloir sortir de ce schéma-là, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. On n'a pas le choix de faire autrement que de développer, de casser ça et de développer des propositions les unes après les autres qui nous permettent de sortir de ça. Il faut sortir de la dépendance au marché financier et il faut le faire progressivement, le plus rapidement possible, en renforçant les solutions collectives, par exemple. Ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup dans la BD, parce qu'en fait, sinon, on est emprisonné dans des impossibles, quoi. Mais en tout cas, on comprend quand même la logique, moi je trouve, en lisant votre bande dessinée, qui pousse nos dirigeants, qui seraient, même si on sort de l'idée qu'ils seraient ultra cyniques et qui voudraient servir les plus riches, même ceux qui seraient bien intentionnés, c'est quand même un vrai risque. C'est-à-dire qu'on peut vraiment plonger la France dans une situation très très compliquée, économiquement, et en même temps, effectivement, si on ne fait rien, dans tous les cas, les biens sociaux sont en train d'être détruits, on est en train de détruire la planète, on détruit nos conditions de vie, donc on a l'impression vraiment d'être entre la peste et le choléra. Vous, qu'est-ce que vous proposez comme solution, là, concrètement, pour sortir de cette situation? En fait, on amène cette idée qu'il faut détruire du capital, tout simplement, facile. En gros, l'idée, c'est, pour prolonger ce que je disais juste avant, l'idée, c'est de dire, on doit sortir de cette dépendance au marché financier qui fait que si jamais les marchés se cassent la figure, on a peur pour nos retraites parce qu'elles sont sur les marchés financiers, on a peur pour notre avenir et l'avenir de nos enfants parce que l'épargne est sur les marchés financiers, qui va payer les études des enfants. Il faut sortir de cette capture-là. Et comment est-ce qu'on fait ? En revenant à des solutions collectives qui ne passent pas par les marchés financiers. En revenant, par exemple, à la sécurité sociale. Les cotisations qui vont permettre de payer les assurances chômage, qui vont permettre de payer les assurances maladie, qui vont permettre de payer la retraite et qui vont nous permettre de ne pas aller chercher des solutions sur les marchés en souscrivant à des assurances complémentaires qui nous coincent quand ça se casse la figure. Donc ça, c'est se donner des coussins de sécurité qui font qu'on a moins peur et qu'on est moins pris dans ces alternatives infernales. On s'indépendantise des marchés financiers. D'une certaine manière. On se redote, on renforce ce qui est occupé à être détruit depuis des années, parce que en fait, c'est pas un truc ringard, c'est pas un truc tout grisonnant d'une autre époque. C'est vraiment une possibilité émancipatrice hyper forte en fait d'avoir ce genre d'outils. Ce que vous rappelez aussi, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours été à ce point dépendant des marchés financiers. Mais non, c'est un phénomène assez récent. Les marchés financiers, c'est un truc qui s'est développé dans les années 80 principalement. C'est pas que ça n'existait pas avant, ça date de, en gros, l'industrialisation, mais la façon dont ça s'est développé et l'accélération énorme qu'on a connue dernièrement, ça date des années 80. Et ça, c'est des courbes exponentielles, quoi. L'explosion des marchés financiers, l'explosion de l'endettement général, l'expansion des logiques financières aussi, jusque dans des endroits où on n'aurait pas cru que ça arriverait, quoi. Donc c'est indépendantissé, d'une certaine manière, ou en tout cas retrouver ce coussin, comme vous le dites. Voilà. Alors après, c'est des questions de rapport de force, quoi. Parce que dans les propositions, donc on amène un peu comme une blague, mais c'est pour ouvrir des possibilités, c'est de dire, on parle beaucoup des milliardaires, des multimillionnaires, mais en fait, qu'est-ce qu'ils possèdent, ces gens ? Quand on dit qu'ils ont des milliards, c'est beaucoup des titres financiers, par exemple. Et derrière ces titres financiers, il y a quoi ? Il y a des actions, c'est-à-dire des parts d'entreprise. Il y a des obligations, c'est-à-dire des parts de dette d'entreprise, des parts de dette d'État. Tout un tas de choses qui sont associées à des promesses. C'est-à-dire que derrière, il y a des travailleurs, travailleuses, il y a des personnes qui promettent de rembourser. Il y a des États qui promettent de rembourser. En fait, c'est comme il disait Graeber, le monde est rempli de promesses non tenues, et donc il est peut-être temps qu'on arrête de tenir des promesses qui sont absurdes. Et c'est ça à quoi appelle notamment le Comité pour l'annulation des dettes illégitimes, le CADTM, c'est d'annuler les dettes illégitimes.
quand on a des pays qui croulent sous les dettes, donc il y a certains pays où c'est plus évident que ici, mais des pays qui croulent sous les dettes, comme on prend l'exemple qui est vraiment hyper choquant du Ghana, qui a une dette immense, qui ne peut pas payer les soins de santé de sa population et qui paye 25% d'intérêt à ses créanciers. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, en fait ? Il faut annuler ces dettes-là. Sinon, ces pays ne peuvent jamais sortir du joug de la dette. De la même façon, tout l'argent qui a été dépensé pour sauver les banques, pour sauver les financiers et tous ceux qui en profitent, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont beaucoup d'argent, eh ben ça, est-ce que c'est une dette légitime ? Les solutions que vous proposez, elles sont en tout cas compliquées à imaginer parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas sortir de ce système-là et surtout que c'est super risqué. Donc j'aimerais qu'on se rappelle quand même de ce qui se passe si on n'essaie pas autre chose, parce que c'est peut-être de ça dont il faut reparler. J'aimerais citer votre livre où vous dites « On pourrait croire que les marchés financiers forment un monde à part, tant leurs codes, leurs croyances, leurs lieux, leur langage sont déconnectés des réalités quotidiennes de la plupart d'entre nous. Ce monde nous paraît virtuel, artificiel, intangible. On sait juste que certains y gagnent beaucoup d'argent. Mais la réalité, c'est que ce monde est totalement connecté au nôtre. Il en dépend entièrement et a sur lui un impact bien réel. Les plus grosses entreprises vont y chercher des sources de financement via les actions et les obligations, on l'a dit, qu'elles mettent en vente avec l'aide des banques, ce qui leur donne accès à un pouvoir d'investissement quasi illimité. Elles se répandent, grandissent, développent de nouvelles filières, innovent pourvu que ça rapporte et que les marchés y croient. Elles achètent des terres, des immeubles, des entreprises, des brevets, des données, s'appropriant toujours plus d'espaces de vie, de création, de production, pour en tirer assez de profit pour que la machine continue à tourner et à grandir. C'est bien cela la finance, une machine qui facilite l'accaparement et l'extraction et provoque leur accélération. Donc là, c'était assez théorique, ce qu'on vient de lire. J'aimerais qu'on vienne sur un domaine. J'ai dû en choisir, vous en développez plein, j'en ai juste choisi un, qui est le domaine de l'agriculture, où vous expliquez les conséquences que ça peut avoir, la financiarisation, juste sur le domaine de l'agriculture, qui a été un gros sujet. J'ai choisi celui-ci parce que ça a été un gros sujet politique cette année en France. Et on a vu la colère, la souffrance, le fait que ça avait notamment aussi participé à faire monter l'extrême droite, par exemple, dans notre pays. Et vous expliquez que, par exemple, la France et la Belgique ont perdu 70% de leurs fermes sur les 40 dernières années, car la paysannerie recule au profit des grandes exploitations intégrées aux marchés internationaux. Quel est le rapport entre l'agriculture et le monde de la finance ? En fait, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que l'agriculture et la production agroalimentaire, c'est un marché comme un autre. C'est un marché comme un autre sur lequel agissent des entreprises qui vendent leurs produits aux agriculteurs et à ceux qui mangent. Donc à ceux qui produisent la nourriture et à ceux qui mangent. Et là, ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'en fait, tout autour, on a fait cette figure de l'agriculteur qui est en agriculture traditionnelle et qui est entouré par des grandes entreprises qui cherchent à faire du profit sur son dos. Depuis le semencier qui lui vend des semences, en passant par le vendeur de phyto, le banquier qui lui vend du crédit, avec lequel il va pouvoir acheter des machines, le vendeur de produits phyto, tout ça, c'est des entreprises multinationales qui se financent sur les marchés financiers, qui grossissent, qui répandent leurs produits à travers le monde et qui, dans leur siège, répandent le modèle dominant. De l'autre côté, il y a ceux qui achètent la production des agriculteurs et agricultrices. Et là, on est aussi dans des multinationales. Alors, c'est pas que, mais on décrit le système dominant. Et donc des multinationales de l'agroalimentaire, des producteurs de yaourts, par exemple, ou des producteurs de biscuits, qui sont aussi dans des logiques de maximisation de profit, qui ont aussi des actionnaires et des investisseurs, et qui vont du coup gérer le prix d'achat des productions des agriculteurs comme un coût qu'il faut diminuer le plus possible, parce que sinon, le profit n'est pas suffisant. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec ces agriculteurs dans cette situation. Et du coup, tout ça est vraiment c'est tout un système qui produit effectivement des niveaux d'endettement terribles, des niveaux de revenus largement insuffisants, parce qu'en fait, il y a toute une tribu qui se sert autour d'eux, de grandes entreprises qui se servent autour d'eux sur leur dos et qui font qu'au final, nous, en plus, on mange de la merde. Donc, ça va pas, en fait. Ouais. Quand on lit votre livre, honnêtement, donc là, on en a évoqué quelques aspects. On ne peut pas tout évoquer, pour ça, il faut acheter le livre, mais on voit bien que c'est quand même un système qui est très rodé, qui est extrêmement complexe, qui a pour conséquence que quand même quelques personnes s'enrichissent beaucoup
sur le dos de beaucoup de gens qui voient à la fin les conséquences de ce qu'on vient de décrire là. C'est des systèmes sociaux qui sont amoindris, des conditions de vie qui se dégradent, des inégalités qui augmentent, le cas des agricultures, des crises politiques très graves. On se dit, mais est-ce que c'est pas un peu complotiste ? Et vous l'évoquez même à un moment. Est-ce que se dire qu'il y a un système, il y a un côté un peu complotiste, moi j'ai l'impression, quand on décrit ce monde de la finance de cette manière. Bon, ça a été une vraie question, parce qu'un des gros enjeux de la BD, c'est de mettre des images sur ce système, parce que quand on tape finance, en général, sur un moteur de recherche, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des tours de verre, on trouve des piles de billets, on trouve des mecs en costard. On a beaucoup cherché des images pour illustrer des émissions sur la finance, c'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de poncifs, de représentations dominantes, un peu nulles, et des graphiques aussi, oui, pas mal de graphiques. Alors là, on a repris pour la couve, on a les tours, comme ça on voit de quoi on parle, quoi. Mais c'est vrai que quand on met des représentations, au fur et à mesure où on construisait cette machine, puisqu'on a proposé une représentation de la machine, à un moment, on a eu un peu peur de ce qu'on produisait. On s'est dit, merde, en fait, ça crée des images qui pourraient être associées à des représentations complotistes. Mais en fait, ce qu'on a vraiment voulu montrer, c'est donc déjà, le lecteur, la lectrice fait le trajet avec nous et on voit qu'on n'est pas là-dedans, quoi. On fait le trajet ensemble de comment tout ça se construit. Ce qu'on a vraiment voulu montrer, c'est que c'est la combinaison de toutes les motivations non contraintes de tous ces investisseurs et de toutes ces banques qui produisent ce résultat. C'est pas pensé d'avance par quelques personnes que on va mettre tout le monde dans la merde, c'est pas pensé comme ça, c'est une construction progressive avec des motivations qui ne sont pas contraintes, qui conduit à une situation qui est absolument abominable. Et une des choses qu'on amène aussi dans le livre, c'est de montrer comment on est pris dedans, bien malgré nous, et comment ça complexifie encore plus la chose, parce qu'à la fois, on a, en tout cas certaines personnes, et de plus en plus, ont intérêt à ce que le système se maintienne parce qu'elles ont leur petite épargne pension, leur petite épargne retraite, ou leur petite assurance vie, ou leur action, leur intéressement de l'entreprise. Et donc, de plus en plus de gens sont pris là-dedans, et donc il faut bien montrer dans quoi on est pris pour comprendre comment s'en défaire, non ? Donc c'est vrai que c'est un exercice qui est pas facile de mettre des représentations sur un système qui est assez totalisant, en fait, et qui ne donne pas de prise à des discours complotistes. Mais on a vraiment essayé à tout prix d'éviter ça, donc Non, mais en tout cas, ça donne... Je trouve que c'est un des enjeux, quand même. C'est d'arriver à comprendre que c'est un système très, très complexe et qu'il pourrait, selon vous, être défait, ou en tout cas modifié, parce que vous dites en finir avec la finance. En réalité, ce que vous proposez, c'est pas d'en finir avec la finance, c'est d'en finir avec ce monde financier-là, avec ces règles-là, qui ont... vous me dites si je me trompe, peut-être vous pensez qu'il n'y aurait plus du tout de finance ? En fait, le truc, c'est ce qu'on a appelé la finance, c'est toutes les institutions financières et tous ceux qui en profitent. C'est en finir avec tous ces mécanismes accélérés d'accumulation. Après, se pose la question des banques. Donc, en gros, toute la partie marché financier. Il faut arrêter ça. En fait. Pour vous, il faut complètement terminer avec ça. Mais qu'est-ce que ça peut produire d'autre que ce qu'on a aujourd'hui ? Ça ne veut pas dire que on arrête de financer des choses, qu'on arrête de produire. Mais là, pour vous, les marchés financiers ne sont pas indispensables à une économie fonctionnelle ? Non, je ne pense pas. Alors après, il faut faire tous les scénarios, imaginer comment on s'y prend, etc. Mais bon, on en est tellement loin qu'en fait, même parfois, les gens me demandent alors quoi, il faut... vous croyez qu'on pourrait vivre sans argent ? Je dis, attendez, on va déjà se débarrasser de ce machin-là, re-rendre les banques à l'échelle à laquelle on en a besoin et à laquelle on peut les maîtriser, c'est-à-dire localement, régionalement, et un peu à une échelle plus grande pour en gros, avoir un système bancaire et financier qui répond aux besoins, aux échelles où on en a besoin et où on peut décider. Et l'essentiel de ce qu'on a besoin de financer peut se décider à une échelle très petite. Donc on n'a pas besoin vraiment des marchés financiers pour faire ça. Alors, pour faire advenir les changements que vous appelez de vos vœux, vous expliquez que la mobilisation citoyenne, c'est la clé. Et que c'est vraiment le fait que les gens puissent prendre conscience de ça et se mobiliser qui va tout changer. Et vous déplorez le fait qu'à certains moments, la mobilisation citoyenne s'est concentrée sur les ultra-riches ou sur ces soirées dispendieuses. Et vous dites ça, ce n'est que la conséquence. Et c'est pas la cause
du problème. Dans le livre, vous faites dire à l'acteur Edward Norton, il faut que le niveau d'emmerdement qu'on impose aux politiques soit supérieur à celui qu'ils subissent en ne faisant pas ce qu'on leur demande. Pour vous, c'est ça la solution aujourd'hui ? En fait, qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité ? Quand il n'y a pas de pression, quand il n'y a pas de mobilisation, en fait, les choses continuent telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'on a un maintien de l'ordre dominant. On pourrait même faire le parallèle avec ce qui s'est passé là, avec les élections en France. S'il n'y avait pas eu toute cette mobilisation, on serait peut-être arrivé dans le scénario qui nous a complètement fait flipper, terrifier pendant plusieurs semaines. C'est toujours la mobilisation qui permet d'obtenir des avancées. C'est des mobilisations qui ont permis d'obtenir le droit de vote des femmes, l'IVG. C'est des mobilisations qui ont permis d'obtenir la sécurité sociale. C'est à chaque fois des mobilisations qui permettent d'obtenir des avancées sociales qui profitent au plus grand nombre. Et donc, il n'y a pas de raison de croire que là, on va y arriver par le haut. Non, ce sont des mobilisations qui vont permettre d'y arriver. Et ce qu'on essaye de dire, c'est que ce n'est pas nécessairement des mobilisations qui s'attaquent directement au secteur bancaire et financier, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident, mais c'est aussi des mobilisations qui permettent de leur couper l'herbe sous le pied. C'est-à-dire que si ils ne peuvent plus extraire de notre travail, des territoires, toute la valeur qui leur permet de payer des dividendes et des intérêts élevés, de recevoir des dividendes et des intérêts élevés, en fait, le truc ne tient plus, quoi. Donc, en fait, c'est à cet endroit-là que les luttes sont essentielles, et conscientiser que ça va avoir un impact sur les banques et la finance, que ça va déstabiliser le système, ça nous permet d'aller un pas plus loin, c'est-à-dire de penser qu'est-ce qu'on fait une fois que le système est déstabilisé, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sous la menace de faillite des banques et de la finance. C'est vraiment une invitation à penser cette étape-là, jusqu'à cette étape-là, pour pas être repris encore et encore dans ce scénario d'alternative infernale et trouver toutes les voies de sortie qu'on peut imaginer. En fait, la fin de la BD, c'est moins une liste de solutions qu'une invitation à rejoindre les luttes et à les soutenir, et par ailleurs à prendre le temps d'imaginer d'autres façons de faire et de regarder dans tout ce qui a été fait par le passé et tout ce qui se fait ailleurs, comment on pourrait faire autrement. Bien, écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Aline Farès, d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle que votre bande dessinée, illustrée par Jérémy Van Hout, La machine à détruire, pourquoi il faut en finir avec la finance, est disponible aux éditions du Seuil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous rappelle que nous sommes un média indépendant, que nous ne sommes pas cotés en bourse, et ce qui nous permet de produire ce type de contenu, c'est vous. Donc si vous le pouvez, soutenez-nous financièrement en faisant un don ou en vous abonnant sur blast-info.fr. Et moi je vous dis à très bientôt.